Griffiths, Aizen, Kira. Ces trois personnages pourtant différents ont tous quelque chose en commun. Ils partagent tous une spécificité faisant d'eux des êtres exceptionnels, que ce soit dans le monde des mangas en général, ou au cœur même du récit au cours duquel ils prennent vie. Cette particularité, ce n'est pas un super pouvoir, ce n'est pas non plus la beauté, pas plus que ce ne serait l'intelligence. Non, c'est tout ça à la fois, et bien plus encore. C'est le charisme. En théologie, si on voulait vulgariser, le charisme, ce serait le super pouvoir que donne l'Esprit Saint à des groupes ou à des individus en vue de réaliser des miracles, des prophéties, en somme des choses extraordinaires, impossibles pour le commun des mortels. Mais avec le temps, le charisme c'est devenu un synonyme pour désigner le style, le flow, l'aptitude à fédérer autour de soi de par son apparence, ses paroles ou son attitude. Et là, normalement, vous avez tous à l'esprit des exemples de personnages correspondant parfaitement à ce qu'est un perso charismatique. Et en résumé, désormais, le charisme c'est être un individu remarquable pouvant exercer une influence sur les foules par sa capacité à séduire, à charmer et à convaincre. Plus qu'un perso charismatique, c'est la notion même de charisme qui est fascinante. Pourquoi tel protagoniste est-il plus charismatique qu'un tel autre? Qu'est-ce qui permet de donner vie à un vilain inoubliable? Pourquoi certains arrivent-ils à être si charismatiques à tel point que malgré leur statut de méchant, on arrive à les admirer et à les comprendre? Le charisme permet de manipuler, de briser des barrières mentales, en s'appuyant sur des ressorts primitifs, la beauté, l'éloquence, l'intelligence, la puissance, mais aussi la pertinence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une autre facette de la chaîne de Pharren, une facette qui me permet d'écrire sur des personnages que j'aime beaucoup dans un format lourd, léger et professionnel, mais surtout propice à la punchline, tout en gardant une dimension narrative et écrite. J'essayais d'être alchimiste en même temps que youtubeur. Enfin, j'avais pas envie de me contenter de citer 5 méchants charismatiques et rappeler ce que tout le monde sait sur eux. Non, j'avais envie d'ajouter une couche supplémentaire. On va parler de 5 vilains de manga beaucoup trop charismatiques pour exister. Et nous allons voir ensemble pourquoi, sans se prendre au sérieux. C'est parti. Lelouch Lampe Rouge. Avant d'aller plus loin, je précise que cette vidéo sera évidemment pleine de spoilers sur tous les mangas que je vais aborder. C'est logique, sinon je ne pourrais rien dire sur le vilain dont je vais parler. Commençons. Lelouch Lampe Rouge. Derrière ce nom chelou aux sonorités françaises, ne se cache pas un réalisateur de films, mais un personnage très charismatique. Rien que sa voix vous fait comprendre que ce n'est pas n'importe qui. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon, normalement, les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Même s'il faisait l'effort d'être modeste, il aurait quand même l'air arrogant. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plus de prestance dans le timbre de sa voix que dans un costume de Ralph Lauren. Protagoniste de l'anime Code Geass, créé par le studio Sunrise, Lelouch sera l'acteur principal d'une immense rébellion contre l'impérialisme d'une version fictive des États-Unis, Britannia. Dans ce récit, les batailles sont menées principalement par des mechas du côté de l'Empire et par des soldats équipés d'armes à feu classiques du côté des rebelles. Mais ce qui va changer le cours de l'histoire, c'est le charisme naturel de Lelouch combiné au Geass, une faculté exceptionnelle, surnommée le pouvoir des rois, lui octroyant la possibilité de commander de manière absolue quiconque croise son regard. Zéro était né. Il y a bien sûr un malus, car le Geass ne fonctionne qu'une seule fois par personne. Néanmoins, grâce à l'intelligence supérieure de Lelouch, il sera capable de réaliser des prouesses exceptionnelles face à des forces largement plus nombreuses en nombre et bien mieux armées. Je ne vais pas vous dérouler tout le fil de l'histoire des 2 excellentes saisons de Code Geass, et on va rester sur Lelouch. Quel est le problème avec ce dernier, et pourquoi figure-t-il dans cette vidéo? Eh bien, car il est trop charismatique pour exister. Avec un tel pouvoir entre les mains, ou devrais-je dire entre les iris, on sait très bien quelle dérive serait à portée de n'importe quel kidam. Un Gus lambda aurait utilisé le Geass pour avoir des faveurs étranges, pour avoir des privilèges économiques ou professionnels, ou encore pour demander à son mangaka préféré des trucs de fou, genre un chapitre inédit ultra fanservice. J'imagine sans effort un fan de One Piece aller chercher Oda dans sa baignoire draconique et lui demander sans détour « C'est quoi le One Piece ?» Un fan de One Piece, lui, aurait seulement demandé à Titikubo « S'il te plaît, dessine la suite de Bleach et de Burn the Witch quand t'as le temps, et surtout te fais pas une tendinite au poignet, s'il te plaît. » Tellement ils ont si peu à se mettre sous la dent. En bref, vous m'avez compris, la tentation d'en abuser
proposée aurait été trop grande, genre ne plus payer ses pizzas ou voyager gratuitement en guissant absolument tout le monde sur son chemin à l'aéroport. Lelouch, lui, l'utilise d'une manière trop parfaite pour être réaliste, car il s'agit d'un être exceptionnel et accessoirement un sérieux prétendant au trône de l'Empire. Et en vrai, c'est assez logique vu le contexte du scénario. Mais vous par exemple, vous qui m'écoutez, je suis sûr que vous avez déjà des idées en tête sur ce que vous en aurez fait d'un tel cheatcode. Si c'est pas trop bizarre, je vous invite à partager ça avec nous en commentaire, on vous jugera pas. Et si t'es téméraire, tu peux aussi nous mettre ça sur Twitter en prenant le soin de me taguer @Cristaleus. Light Yagami. Je pense que tout le monde parmi mes spectateurs connaît Death Note, que ce soit grâce à l'excellent manga écrit par Tsugumi Uba et dessiné par Takeshi Obata, via le très bon animé du studio Madhouse ou à cause du désastreux film produit par Netflix. Death Note est un chef-d'œuvre de la bande dessinée japonaise grâce à son intrigue bien ficelée et se reposant essentiellement sur deux choses, le Death Note en lui-même et son perso principal, Light Yagami, celui qui se fera connaître sous le nom de Kira. J'aurais bien pu ajouter elle, mais pour cette vidéo je préfère m'attarder uniquement sur les vilains, car c'est là aussi une des spécificités de ce manga. Light Yagami est le personnage principal, tout en étant le grand méchant de l'histoire. C'est ainsi que l'histoire nous est dépeinte, et c'est dans ce sens qu'elle se conclut. Le grand vilain a perdu face au gentil. C'est d'ailleurs, selon moi, ce qui a manqué pour en faire une œuvre encore plus culte qu'elle ne l'est déjà, faire gagner Kira, mais ça c'est un autre débat. Light Yagami est parfait, et vous allez voir, c'est un point commun parmi tous les vilains dont je vais vous parler. Il est très BG, pouvant sortir avec n'importe quelle fille de son lycée alors qu'il en a rien à cirer, et il est très studieux et intelligent, réussissant à être le premier non pas de sa classe ou du lycée, mais de tout le Japon, excusez du peu, et le tout en bossant pas plus que ça. Pour lui, la vie sur Terre est en mode très facile, ce qui lui cause un ennui très sévère. Et forcément, il a fallu que ce soit lui, un être aussi exceptionnel, qui aperçoive le cahier de la mort atterrir sur Terre. C'est pas le prof dépressif de mathématiques ou la concierge, c'est pas le caissier de Carrefour ou le manager du McDo. Non, mais bien l'élève le plus brillant de tout le Japon, se payant le luxe d'être accessoirement un solide 9 sur 10 qui vit le cahier d'un dieu de la mort tombé dans sa cour de récré. Les mangakas sont toujours dans l'abus avec leurs personnages overcheatés, mais il faut avouer que Kira c'est le haut du panier. C'est un peu pareil que pour Lelouch en fait. L'obtention d'une capacité extraordinaire permettant de briser les règles de ce monde. Pour Zero, c'était l'obéissance absolue. Pour Kira, ce sera le meurtre parfait. Si tu remets le Death Note à n'importe quel gus au hasard, tu as quand même 99% de chances qu'il fasse n'importe quoi, comme tuer des célébrités qu'il aime pas pour les plus débiles, ou bien assassiner les gens de son bord politique opposé pour les plus politisés. Vous imaginez le chaos si le Death Note tombait entre les mains d'un fanatique politisé ou religieux, ou sur un psychopathe pervers narcissique, ou entre les mains d'un illettré qui n'a rien compris aux règles. Light Yagami, lui, dès qu'il a compris que le cahier fonctionnait vraiment et que c'était pas le prank d'un youtubeur à la con, il s'est lancé dans une quête quasi mystique et transcendantale d'éradiquer la criminalité. Sur le papier, c'est bien, c'est même héroïque, car en réalité, c'est le but sous-jacent de tous les super-héros. Arrêter les méchants, et donc les crimes. Mais le vrai problème de Kira, c'est qu'il s'est pris pour le dieu d'un nouveau monde, alors qu'il n'est en réalité qu'un ado à l'ego surdimensionné dont le Death Note a causé un complexe divin. Light est quand même trop charismatique pour exister, je le maintiens, car il a quand même accompli des prouesses extraordinaires avec sur ses côtes les plus gros cerveaux de son monde. Néanmoins, la fin nous rappela qu'il n'était au final pas plus qu'un homme malin, voire un vulgaire vermisseau, car il mourut comme n'importe lequel d'entre eux, dans la peur, la crasse et les larmes. Si tu aimes ce contenu, tu peux me rétribuer en likant, en partageant et en t'abonnant avec la cloche. Si tu veux passer à l'étape supérieure, tu peux me soutenir financièrement via la fonction rejoindre de YouTube ou bien sur Tipeee. Et bien sûr, si tu souhaites faire un cadeau ou t'en faire un à toi-même, il me reste quelques bougies artisanales et parfumées sur le thème de Bleach que je vends sur ma boutique professionnelle Vinted. Tous les liens sont en description. D'avance merci à toutes celles et ceux qui me soutiendront. On peut reprendre. Griffiths. Personnage issu du seinen de Dark Fantasy le plus emblématique, Griffiths est l'antagoniste principal de Berserk. Mais l'une des choses le rendant unique, c'est qu'il fut en premier lieu un protagoniste majeur de l'œuvre durant 13 tomes. Berserk est un manga exceptionnel dont j'ai déjà voulu parler sur ma chaîne. L'idée que j'avais en tête, c'était d'expliquer que certains mangas ne devaient jamais se terminer, afin de conserver pour l'éternité leur statut d'œuvre culte. Dans cette vidéo, qui ne verra jamais le jour, j'avais prévu d'aborder le cas de Shingeki no Kyojin et de Berserk, et j'affirmais que ces deux mangas devraient ne jamais avoir de fin pour conserver leur statut de chef-d'œuvre intemporel, car le risque de scinder leur lecteur était trop grand et la probabilité d'une grande déception finale envisageable et croissante. Ce qui me fait particulièrement regretter de ne pas l'avoir fait, c'est que l'attaque des Titans n'était pas encore terminée à l'époque, et que je sentais que la fin allait énormément diviser. Et pour Berserk, son regretté mangaka n'était pas encore décédé. Je ne l'ai pas fait et je le regrette amèrement car cette vidéo aurait eu un caractère presque prophétique et glauquement atypique.
Soit. Revenons-en au thème de la vidéo, il n'y a qu'une seule réalité. Et dans cette réalité, celle dans l'univers sombre et mortifère de Berserk, faisant passer le bestiaire de l'Australie pour une île d'Animal Crossing, Griffiths devint un des antagonistes les plus marquants de l'histoire des fictions, au terme de l'éclipse la plus emblématique des récits modernes. Le soleil de l'âge d'or disparut, il s'éteignit au profit de la pâleur glaçante de la lune et donna vie à Femto. L'éclipse changea tout, dans Berserk, dans les mangas, car il fallait bien que les deux astres primordiaux s'unissent pour causer l'éclosion de l'ultime main de Dieu. Mais pourquoi Griffiths est-il dans cette vidéo? Parce qu'il est trop charismatique pour exister dans la réalité, tout comme le louche et Light. Voyons ensemble pourquoi un tel être ne peut pas exister parmi nous. Possiblement l'effet le plus badass du manga game et brillant absolument dans tous les domaines, il nous a montré qu'il pouvait être un fin stratège, menant ses troupes nombreuses à la victoire, se taper 1v1 contre un Guts en pleine fougue de la jeunesse et charmer à peu près n'importe quoi, de la gueuse de basse extraction sociale, allant jusqu'à la princesse d'un royaume immense, en passant par de riches dépravés. Même les puissants les plus dégueulasses du royaume voulaient se le faire, c'est-à-dire que la beauté de Griffiths passait devant toutes les jouvencelles du pays, malgré son statut d'homme, parce que même dans le game de la plus bonne meuf, il remportait la première place du podium. Dans tout ce que je viens de citer, posséder une seule de ces qualités est déjà un exploit. Je veux dire, je connais personne pouvant tester le 1v1 contre Guts, par contre niveau FAB, j'avoue qu'il y a de plus en plus de candidats on va dire, mais avec le maquillage, l'IA qui améliore ton faciès sans que tu ne le saches, et les filtres, il y a trop de triche. Au moins, avec Griffiths, il n'y a aucun sursaut quand tu découvres son vrai visage au réveil. Mais au-delà de son physique cheaté, et ce qui le rend le plus irréaliste j'ai envie de dire, c'est à quel point Griffiths, c'est l'allégorie incarnée et vivante de l'ambition. C'est l'une des ascensions les plus fulgurantes que j'ai jamais vues, et le seul pouvant rivaliser avec lui sera aussi dans cette vidéo, à la première place du classement. Griffiths est parti de rien. Ce n'était qu'un pauvre orphelin, et qui plus est dans le monde impitoyable de Berserk, et désormais, il est en train de fonder un royaume sans bornes. Parti de rien du tout, son règne pourrait bien s'étendre à terme à absolument tout. Aizen Sosuke. Une vidéo de Farem qui parle de manga sans mentionner Bleach une seule fois ne serait pas une vraie vidéo digne de figurer sur ma chaîne. Je ne devais choisir qu'un seul perso malgré ce casting de fou, et mon choix ne pouvait se porter que sur lui. Personnage surpuissant et beaucoup trop classe parmi une myriade de persos trop forts et stylés, Aizen se tient seul sur la cime des dieux de la mort depuis des décennies. Comme la plupart des vilains de ce top, Aizen a tout pour lui, et même plus encore. Une immense puissance innée, un flow intersidéral sponsorisé par L'Oréal, et une intelligence très supérieure à la moyenne. Mais ce n'est pas tout. Voici son plus gros atout. Il possède à travers son sabre la capacité de manipuler les 5 sens sur quiconque observe la libération de son Zanpakuto. Un pouvoir quasiment sans limite, et qu'il utilise pourtant avec parcimonie, et auquel il n'aura jamais recours, y compris lors de son ultime affrontement contre Ichigo, le héros de l'histoire. Pour rappel, Bleach est une histoire dans laquelle des Shinigami, des dieux de la mort, sont censés veiller sur les habitants du Japon. Ils éliminent des créatures prédatrices, les Holos, afin de préserver un équilibre des âmes. Les humains lambda ne voient pas les Shinigami, pas plus qu'ils ne peuvent ressentir leur présence. Au fil de son évolution, Aizen deviendra quasiment un Shinigami pour les Shinigami, tellement les hauteurs qu'il atteindra en termes de puissance seront élevées. Son Reiatsu deviendra imperceptible, y compris pour les capitaines, le plus haut rang parmi les dieux de la mort. Aizen est sans doute l'être le plus puissant de ce classement avec Griffiths, enfin Femto, mais ce qui le rend incroyable, c'est qu'il a lui aussi des atouts dans tous les domaines, et un gros point commun avec le faucon. Là où Griffiths souhaite devenir le roi de son propre royaume, Aizen veut quant à lui devenir le dieu des dieux de la mort. Il veut modifier le fonctionnement même de son univers, car il est selon lui défectueux et basé sur des mensonges et une profonde injustice. Comme il le dit si bien, face à un Urahara résigné, et étant pourtant, officiellement, dans le camp des gentils, Aizen aura un jour sa propre vidéo sur ma chaîne, je vous assure. Mais pour mieux comprendre ce que Kubo a voulu créer et raconter avec lui, il est essentiel de connaître Nietzsche et plus précisément sa définition du surhomme. Aizen est le surhomme nietzschéen, dans la mesure où il est son propre dieu, son propre prophète, et surtout un homme qui ne se soumet à aucun dogme préétabli. Il est celui qui édicte ses propres lois et ne tolère absolument rien au-dessus de lui. Nous avons vu précédemment que Light Yagami avait développé un complexe divin à cause du trop grand pouvoir que lui a conféré le Death Note. Aizen, lui, a fini par comprendre qu'il pouvait et devait occuper le trône vacant de Dieu, selon ses termes, car il était le seul à pouvoir y résider. Et enfin, Aizen ne peut pas exister, car c'est un Shinigami. Fin.
Plus sérieusement, Aizen est trop parfait, du moins selon sa vision des choses, pour être réaliste lui aussi, comme tous les précédents méchants dont nous avons parlé. Malgré sa surpuissance et son intellect, il mettra en place un plan pluriséculaire afin de parvenir à un but supérieur lui semblant noble. Il n'abusera pas de ses pouvoirs, fera montre d'une grande patience qui se compte en décennies et ne fera quasiment aucune erreur jusqu'à la fin, c'est-à-dire lorsqu'il prendra trop la confiance à cause du Hugyoku, la fameuse perle de destruction qui causera ironiquement la sienne. Au final, à cause de cet artefact, il se montra arrogant et donc humain, ce qui causera sa déchéance et sa défaite. Il obtint son trône, mais pas celui qu'il convoitait. Et suite à ça, même lorsque toutes les conditions étaient réunies pour le faire plier, pour l'humilier et le faire paniquer, il resta digne et arrogant, se payant même le luxe de troller les 46 boomers l'ayant condamné à une peine de plusieurs milliers d'années. Ça m'a pris du ferme, il a pris 20 piges. Bon les amis, le temps est venu. Nous allons parler du plus grand antagoniste de tous les temps. Un personnage de manga aussi fascinant qu'effrayant. Cette fois-ci, s'il ne peut pas exister, ce n'est pas à cause d'un quelconque pouvoir magique, d'une capacité unique et frôlant le divin. Non, s'il ne peut pas exister, c'est pour la simple et bonne raison qu'il serait, au choix, soit devenu le maître du monde, soit il l'aurait déjà poussé à son autodestruction. Il est temps de parler de... Johann Liebert. Monster est pour moi la pierre angulaire du thriller psychologique, et Johann, l'antagoniste le plus fascinant que je connaisse. Attendez que cette histoire soit adaptée par Hollywood, et tous vos psychopathes sexy de pacotille tomberont dans l'oubli, y compris dans le mainstream, car aucun ne lui arrive à la cheville. Je comprends même pas comment un mangaka a pu créer un perso aussi intelligent, parce que pour Johann, on parle pas de l'intelligence d'un Shikamaru, parce qu'il fait des plans trop stylés avec ses ombres pour piéger les sbires teubés d'Orochimaru. On parle ici d'un Nanta qui fait des plans lui aussi, mais d'une toute autre envergure. Des plans sur plusieurs années, des plans qui se chevauchent à d'autres, des plans aux imbrications complexes et multiples, s'étalant sur plusieurs pays, et le tout sans aucun pouvoir, et avec rien du tout à l'origine. Il n'a pas de Death Note, pas de Geass, pas de B-Elite, pas de Zanpakuto lui permettant de manipuler les 5 sens. Aucune fortune, aucun homme de main à l'origine, rien. Uniquement son cerveau, et donc son intelligence. Monster est un récit trouvant son point de départ en 1986, et dont les événements nous conduisent jusqu'aux années 90. C'est l'histoire d'un neurochirurgien allemand, d'origine japonaise, Kenzo Tenma, qui fera le choix de sauver un enfant avec une balle logée dans le crâne. Ce choix aura des conséquences inimaginables et questionnera ce qu'est la justice, le bien et le mal, le sens de la vie, et bien d'autres sujets philosophiques encore. Cet enfant que Tenma a sauvé deviendra un adulte sans nom, mais qui se fera malgré tout connaître sous le prénom de Johann. On apprendra au fil du récit que Johann est le fruit d'une expérience eugénique, dont le but était de créer un chef charismatique doté de capacités extraordinaires. Ce projet a été fomenté par d'anciens nazis et leur objectif final était de créer un nouvel Hitler, qui, pour le coup, aurait vraiment été blond aux yeux bleus. Je ne vais pas vous spoiler outre mesure le manga, mais je suis obligé de poser quelques bases pour traiter ce personnage. Au final, il ne sera pas intéressé par la dimension raciale, pour lui ce ne sera pas plus important que le reste. Johann va devenir, à cause de ce qu'il a vécu enfant et de plusieurs traumatismes survenus à un âge où l'on est censé ne même pas avoir conscience des difficultés de la vie adulte, un maître dans l'art de la manipulation, le marionnettiste suprême des psychopathes de l'Allemagne, et un individu cherchant d'où il vient, pourquoi il est comme ça, et quel est l'intérêt de la vie face à l'inéluctabilité de la mort pour toutes et tous. On peut résumer l'essentiel de sa pensée et de ses actes par une seule phrase, qu'il prononça face à son exact opposé, le docteur Tenma. La seule chose dans laquelle les humains sont égaux, c'est la mort. Johann ne peut pas exister, sinon ce serait le maître du monde. Il aurait poussé Donald Trump et Vladimir Poutine à se tirer une balle après avoir appuyé sur le bouton rouge pour atomiser leurs propres pays respectifs. Si Johann existait, il m'aurait certainement manipulé pour que je réalise cette vidéo, afin de tout mettre en place pour vous faire croire qu'il n'existe pas. Et s'il existait malgré tout, il aurait manipulé un mangaka du nom de Naoki Urasawa afin de créer une version fictive de son personnage, afin que jamais on ne puisse le soupçonner. Non, vraiment, Johann Liebert ne peut pas exister, même si j'espère que cette vidéo correspondra à ce qu'il m'a demandé. Vous trouvez
trouvez que j'exagère? Johan a mis en place un plan sur plusieurs années pour hériter de la fortune du milliardaire le plus puissant de l'Europe. Il aurait pu réussir, mais il a changé d'avis, comme ça, pour poursuivre sa quête. Johan a créé une révolution au sein d'un orphelinat d'un genre unique, dans lequel des expériences malsaines et psychologiques étaient faites sur les enfants. Ces derniers, manipulés par Johan, ont déclenché une guerre sanglante contre les adultes, tandis que lui assistait au massacre depuis son trône. Johan a manipulé les pires psychopathes de toute l'Allemagne afin d'éliminer tous les gens qui l'ont connu, sans qu'il n'ait eu besoin de les rencontrer frontalement et de leur parler. C'est grosso modo l'alpha ultime des plus gros tarés, le gourou suprême des misanthropes et le leader des tueurs en série. Il parvient à donner un but aux pires nihilistes. Johan a été capable de se faire passer pour une 10 sur 10 pendant des semaines sans jamais éveiller le moindre soupçon afin de récupérer des informations top secrètes. Bon, j'avoue, celle-ci est un peu bizarre, et le moment où on réalise le truc, j'avais bondi de ma chaise jusqu'au plafond. Johan, alors qu'il est le fruit de leur machination dans les années 80, a mis fin au dernier dignitaire néo-nazi en Allemagne à lui tout seul. Johan a conceptualisé et était à 2 doigts de réussir le suicide parfait. En quoi un suicide peut-il atteindre la perfection? Dans l'esprit du nihiliste ultime qu'est Johan, un suicide parfait est une disparition totale, y compris des gens ayant connu la personne. Supprimer toute trace de sa propre existence sur Terre, donc l'aboutissement du nihilisme le plus pur et sombre. Si le néant et la beauté devaient enfanter, il est évident qu'ils auraient donné naissance au monstre sans nom, et un tel être ne peut pas exister. Et voilà, je peux effectivement parler d'autre chose que Bleach, Kingdom Hearts ou Final Fantasy. Les plus anciens parmi vous le savent déjà avec mes vidéos sur Death Note. Sachez que ce fut un réel plaisir, et si vous désirez me voir réitérer l'expérience, vous savez quoi faire. Likez et commentez pour le référencement et faire comprendre à YouTube que c'était mieux qu'une vidéo dégustation ou un unboxing. Partagez auprès de tes potes et t'abonner afin de ne pas rater la suite. Je vais t'aider si t'as pas d'inspi pour le commentaire. Quel est ton méchant préféré parmi ceux cités et pourquoi? Et quel autre méchant tu aurais voulu me voir traiter dans la vidéo? Sur ce, ciao! Ha 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 ha!